Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon week-end. Alors je vous souhaite un très joyeux Noël puisque nous sommes le 25 décembre, donc très joyeux Noël, j'espère que vous avez bien profité de votre journée. Donc aujourd'hui on va faire comme d'habitude le petit update au niveau des marchés US. Donc là, actuellement, nous sommes toujours, donc, vous voyez, sous la moyenne mobile de 10 jours, avec donc le MACD, l'histogramme qui est toujours donc négatif. Donc pour l'instant, l'objectif c'est d'aller chercher toujours le support ici et potentiellement aller tester les derniers plus bas. Moi, je pense qu'on va rester pendant une période de temps dans toute cette zone ici, hein, puisque actuellement nous avons une faible croissance. Donc je pense que on va rester dans cette zone pendant une bonne période de temps jusqu'à temps qu'il y ait plusieurs choses qui se mettent en place. Alors notamment, il n'y a pas forcément de très très bonnes nouvelles dans le sens où l'indicateur leader avancé économique, donc cette semaine, nous a donné un nouveau plus bas, hein. Donc là, à mon avis, ça va être difficile de remonter, de réaccélérer sans passer par une récession, hein, parce que là, on n'est jamais descendu aussi bas à part en 2007, hein, avant qu'il y ait la récession. Vous voyez, donc vous voyez comme en 2000 aussi, et puis ensuite on a eu la récession. Donc là, je ne vois pas comment on pourrait rebondir avec des taux qui se trouvent actuellement à 4,5%. L'objectif de la Fed en plus est d'environ 5,1%. Alors, je suis pas sûre qu'on va arriver à 5,1% avant qu'il y ait quelque chose qui se casse à mon avis. Alors peut-être pas, hein, mais quand même, c'est que ça reste quand même un taux assez élevé et comme la croissance est assez faible, ça reste quand même assez ambitieux. Et d'ailleurs, on voit que les attentes, comme j'expliquais dans l'ancienne vidéo, on voit que les attentes, elles, sont à 4,8, donc juste à peu près une dernière hausse de taux et puis après c'est terminé. Donc voilà, donc il y a ce que la Fed nous dit, comment dire, la guidance, hein, et puis il y a actuellement ce que le marché est en train de pricer. Donc voilà, donc ça il faut rester quand même assez vigilant étant donné que là on voit bien qu'il n'y a pas d'amélioration. D'ailleurs, le business cycle qui est donc le cycle économique qui est le marché immobilier, on peut voir aussi que celui-ci n'a pas stabilisé. Alors, vous pouvez aller voir le sondage donc des constructeurs, donc NAHB, hein. Donc quand on appuie dessus, hop, voilà. Donc la dernière fois, il était à 33, puis là on est passé à 31. Donc là on voit que on est même sur les niveaux les niveaux du Covid, hein, récessionniste. Et donc vous voyez même en 2007-2008, l'indicateur était descendu très bas jusqu'à bien évidemment avant de pricer une récession, hein, puisque la récession elle a commencé en 2008, dès fin 2007, début 2008, et vous voyez, on était vraiment déjà avec un marché immobilier qui était quand même pas mal affecté. Et ça, le marché immobilier, c'est un peu le business cycle, hein. C'est lui qui est le premier à ralentir et c'est lui qui est le premier généralement à se stabiliser. Donc voilà. Donc là, on voit on n'est pas en train de se stabiliser on est passé de 33 à 31. Donc celui-ci est toujours en train de baisser drastiquement, ce qui est un peu normal avec la hausse des taux. Donc voilà, donc là, positionnement toujours défensif même pour début 2023, hein. C'est ce qui est le mieux pour l'instant, puisque pour l'instant, il n'y a pas de signe de gros rebond, hein, comme on peut indiquer ici. Alors, il y en a qui vont se baser sur les saisonnalités, puis qu'ils ont attendu le rallye, le Santa Rally, hein. Alors ça, moi, comme je dis, j'aime bien les probabilités des saisonnalités, c'est très bien. Sauf que en fait, faut pas juste prendre ça en compte, il faut prendre aussi le contexte. Et là, le contexte, bien évidemment, il encourageait pas ce gros rallye aussi puissant pour la fin d'année, puisque les taux étaient élevés, l'inflation est encore élevée, et donc du coup, c'est ça, c'est le processus, c'est de rester restrictif afin de ralentir l'inflation en ralentissant aussi l'économie, hein, puisque ça va avec la croissance. Et donc voilà, donc on n'a pas eu ce Santa rallye aussi puissant qu'on aurait attendu. Alors après, ce qui est vrai, c'est que pour ceux qui sont contrariens, il y en a qui ont beaucoup posté ce genre de graphique sur le equity put call ratio, c'est-à-dire le nombre de puts par rapport au nombre de calls. Donc les puts, c'est les options de vente. Donc lorsqu'on achète des puts, c'est un peu des assurances parce qu'on pense que le marché va cracher. Et les calls, c'est lorsqu'on pense que le marché va monter, donc on achète des calls. Et ça, c'est pour les achats de put et les achats de calls. Après, il y a aussi le processus de vente de put et vente de call, mais ça, on n'en parle pas ici, là. Le ratio, c'est le nombre de puts par rapport au nombre de calls. Alors, c'est vrai que ce ratio était vraiment très élevé, record à ce niveau-là. Alors on se dit, comme le dit le monsieur ici, c'est très bearish et donc
quand c'est très bearish, ben ça, c'est supposé avoir donc un grand élan sur les marchés en termes de contrariens, puisque lorsque le VIX est élevé ou lorsque le put-call ratio est élevé, généralement, bah, ça veut dire qu'il y a trop de monde qui sont en train de se hedger et que donc, bah, c'est pas intéressant de continuer de hedger à la baisse. Sauf que en fait, ce qu'ils ne disent pas ici et ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ne prennent pas en compte. Donc, je vais mettre ce ratio si vous voulez le trouver. Donc, c'est equity put-call ratio. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Hop. Hop, on va le retrouver. Voilà, le voici. Hop. Donc voilà. Et moi, ce que je trouve très intéressant, et c'est ce que j'ai noté hier, c'est que ben, le ratio est redescendu de 50% plus bas, et donc il était monté à 2 puts pour un call, et là on est redescendu à pratiquement 60,77 par rapport à un call. Donc là, moins de puts que de call. Et ça, en fait, on a quand même eu cette grosse baisse, quand même pratiquement de plus de 50%, et le marché a simplement bougé de 0,5% vendredi. Vous voyez, hop, vraiment petite variation au niveau de vendredi pour vraiment une baisse. Non, voilà, attendez, ça dépend à l'heure d'ouverture. Donc, dans l'ouverture à 0,5%. Et ça, en fait, vraiment, ça, il y en a qui disent que c'est supposé être contrarien, mais quand on voit que le S&P 500 a seulement bougé de 0,5%, alors que le equity put-call ratio est vraiment au maximum, eh bien, en fait, ça veut juste dire que c'est pas forcément la demande de put qui était présente, mais c'était quoi? C'était juste parce qu'il y a un problème de liquidité au niveau des calls, donc des options d'achat. Donc ça a été dit par Spot Gamma. Justement, il avait mis une belle explication ici, en fait, parce que le nombre de calls n'était pas assez suffisant au niveau du volume, et donc ben, bien évidemment, en fait, c'est l'effet inverse. Donc on pense que c'est parce que les gens se sont hedgés fortement sur les marchés parce qu'ils anticipent un crash, et en fait non, c'est un problème de plus de liquidité, c'est un problème qui a un manque de call par rapport par rapport au put. Et donc c'est pour ça que le marché n'a pas forcément réagi et n'a pas fait forcément un gros short squeeze. Et d'ailleurs aussi, on pouvait le voir par rapport au VIX. Le VIX, lui, était quand même assez bas. Et donc, ben, pour un ratio de put-call assez élevé, le VIX est resté quand même très bas. Donc, c'est pour ça que, en fait, les gens interprètent ça comme un sentiment, un indicateur de sentiment contrarien, ce qui est le cas la majorité du temps. Mais pour l'instant, c'est plus un problème, la technique, qu'un indicateur contrarien. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse. Donc au niveau des taux aussi, on a eu une petite hausse, donc un petit retour. Alors ça c'était fort probable étant donné qu'on avait ce qu'on appelle un peu des divergences qui commençaient à se former ici au niveau des taux 10 ans. Alors aussi, vous voyez ici la divergence, donc voilà. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que on a aussi le USD JPY, donc qui a baissé, donc le JPY, le yen, qui s'est renforcé puisque le positionnement du Japon par rapport à sa politique monétaire a justement changé. Elle est devenue hawkish, et donc ça renforce la monnaie locale et le yen par rapport à l'USD, et donc là, ça fait pression à ce que les taux remontent un petit peu. Alors j'avais dit effectivement au niveau des obligations, attendre que potentiellement que le programme aussi de restriction de la Fed, le quantitative tightening, s'arrête, parce que ça aussi ça joue au niveau des obligations, puisque ça permet de garder des taux élevés. Donc voilà, donc les taux restent élevés. Hop. Et donc pour l'instant, c'est quand même encore bon. Voilà, je pense que sur un an, les obligations sont quand même attractives, hein, puisque la prime de risque est attractif et tout. Mais idéalement, généralement, ben, on attend que le programme QT s'arrête, parce que ben, ça permet de maintenir des taux quand même assez élevés. Donc je pense que les taux vont rester dans cette zone-là de toute manière pendant une bonne période de temps, étant donné que là pour l'instant ça va rester à s'équilibrer le temps de pricer ce qu'il faut pricer. Donc voilà, donc ça c'était une petite parenthèse. Aussi, je voulais montrer au niveau de tout ce qui est
pour l'instant, on voit bien qu'il n'y a pas eu de capitulation. Ça, c'est les inflows, c'est-à-dire l'argent entrant dans les fonds d'action. Donc là, on voit que le ratio est élevé et que les gens ne sont pas sortis de leur positionnement. D'ailleurs, c'est énorme l'écart qu'il peut y avoir par rapport à 2020 où les gens se sont sortis. Donc, on n'a pas pricé forcément une récession puisque de toute manière, les gens ne sont pas forcément sortis de leur portefeuille. Et là, pareil, donc en 2015, 2015-2016, il y avait effectivement des tensions. Il y en avait aussi en 2012 et puis en 2008 aussi, voilà. Donc là, on voit que, bien évidemment, il n'y a pas eu forcément de capitulation à ce niveau-là et que quand il va y avoir une capitulation, ça risque de faire mal puisqu'il y a un niveau assez élevé, un écart assez élevé entre les deux. Donc si on se met à pricer une récession, les profits, les bénéfices vont corriger et donc cet écart va se corriger aussi et ça risque, voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut rester quand même un petit peu plus défensif puisque les risques sont quand même encore assez élevés. C'est des conditions. Donc ça, c'est comme quand vous sortez dehors, vous allez pas conduire de la même façon lorsqu'il y a une tempête de neige et lorsque la température, le climat est parfait. Donc c'est un peu la même chose sur les marchés financiers. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc je vous souhaite une très bonne journée et puis un très joyeux Noël de nouveau et puis on se retrouve la semaine prochaine.